qui s'adresse à tous les élèves de la première année du cycle du baccalauréat, toutes branches confondues. Cette séance s'inscrit dans le cadre du module 3 intitulé « Étudier un roman à thèse ». Le roman choisi comme support pour ce module, c'est Le dernier jour d'un condamné. Alors donc, dans le cadre d'une séquence didactique portant sur les techniques narratives et descriptives au service de l'argumentation, nous allons aujourd'hui assister à une séance de lecture dont l'objectif est le suivant. Vous allez pouvoir reconnaître et identifier les caractéristiques du dénouement tragique, c'est-à-dire de la fin tragique. La lecture d'aujourd'hui est une lecture méthodique à partir d'un texte extrait du chapitre 48, c'est-à-dire le dénouement du roman. Alors, sans plus tarder, nous passons maintenant à la lecture du texte. 3 heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout. Outre le prêtre et les gendarmes, il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras. Il avait la face rouge, il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes, déformé. C'était lui, c'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats. Puis tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre, qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. La toilette du condamné, a répondu l'autre. Et comme vous l'avez deviné, le chapitre 48 parle essentiellement de la toilette du condamné. Alors, je vous rappelle le parcours du condamné, parce que l'histoire du condamné, c'est une histoire de déplacement. Et le roman adopte ce qu'on appelle une chronologie éclatée. Le narrateur se déplace d'un lieu vers un autre, et vous devez être, bien sûr, conscient de ces déplacements. Donc, au départ, il était au tribunal pour assister à son procès. Alors, une fois condamné à mort, il a été transféré à Bicêtre. Pourquoi? Parce qu'il a demandé le pourvoi en cassation. Donc, il doit attendre. Il doit attendre 6 semaines pour avoir la réponse. À la fin de la 6e semaine, l'huissier est venu l'informer que son pourvoi en cassation a été rejeté. Donc, il doit être guillotiné. Mais avant, il faut passer par le palais de justice, par la conciergerie, qui se trouve dans le palais de justice, pour qu'on lui fasse ce qu'on appelle la toilette du condamné. C'est-à-dire, on doit le préparer,
physiquement à la mort. Et finalement, dernière étape, c'est l'étape de l'hôtel de ville, la place de grève pour le guillotinement. Pour situer ce texte, nous devons donc rappeler les événements qui précèdent ce passage. En 3 étapes, ces événements sont classés. Donc, après 6 semaines de détention à Bicêtre, il était en prison, le condamné apprend le rejet de son pourvoi en cassation. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Donc, on le transfère ensuite à la conciergerie pour le préparer à l'exécution, pour lui faire ce qu'on appelle la toilette du condamné. Donc, problématique de ce passage, nous allons voir dans quelle mesure la toilette du condamné dans ce texte peut révéler l'indifférence et le cynisme des humains. Le cynisme, c'est-à-dire le fait de ne prêter aucune attention aux sentiments humains. Alors, pour identifier ce passage, donc, son type, c'est un texte narratif descriptif, texte narratif avec quelques descriptions. Sa visée, elle est argumentative. La tonalité, elle est pathétique et tragique, puisque nous nous approchons de la mort, le moment de l'exécution approche. Et la focalisation, elle est interne, parce qu'on découvre les événements, les sensations à travers la subjectivité et l'intériorité du narrateur. Alors, pour ce qui est de la structure de ce texte, nous pouvons le diviser en 2 parties. Première partie, elle va de 3 heures sonnées jusqu'à un jour de pluie et de brouillard. Donc, c'est le moment du départ pour l'exécution. On lui annonce que l'exécution approche et qu'il doit se préparer. Et le condamné va se déplacer de la petite cellule dans laquelle il se trouve dans le palais de justice pour aller vers une salle où on va lui faire ce qu'on appelle la toilette du condamné. La deuxième partie, une chaise était au milieu jusqu'à la toilette du condamné, a répondu l'autre. Et là, donc, cette partie parle des préparatifs à la mort, l'arrivée à la salle et la toilette du condamné. Et comme hypothèse de lecture, nous allons bien sûr supposer, pour bien sûr anticiper le sens de ce texte, nous allons supposer que le condamné accepte son sort et se comporte docilement, c'est-à-dire gentiment. Quand on va lire le texte, on va voir si cette hypothèse est correcte ou incorrecte. Deuxième hypothèse, le condamné subit le cynisme cruel. Cruel veut dire mauvais, tout simplement, très dur, des humains. Et la troisième hypothèse, la peine de mort dévoile, montre l'inhumanité des humains. Voilà donc 3 hypothèses à vérifier lors de notre lecture méthodique de ce texte. Alors, le premier axe de cette lecture méthodique, nous allons voir le destin tragique du condamné. Ce texte retrace ou parle tout simplement d'un destin tragique. Que veut dire le destin tragique? C'est-à-dire une vie qui finit par la mort, et dans le cas du condamné, par le guillotinement. Alors, mais pour rendre cette scène vraisemblable, pour lui donner ce caractère vraisemblable, Victor Hugo va commencer par l'ancrage de cette scène dans la réalité, pour rendre l'événement vraisemblable, plus crédible. Alors comment cela est exprimé dans le texte? Il est exprimé dans le texte par l'indicateur temporel 3 heures, qui fait référence à la réalité. Par l'emploi également de l'imparfait sonné. Cet imparfait
C'est un imparfait qui n'a pas du tout une valeur durative, mais c'est un imparfait qui a une valeur séquente, comme si le temps était l'ennemi du narrateur. 3 heures sonnaient comme se couperait ce couteau triangulaire qui va couper la tête du condamné tombe. Donc le rappel à la réalité, l'ancrage dans la réalité, c'est que la mort est une réalité. Il y a aussi une gradation dans le temps, mais c'est une gradation qui va vers le pire. Il y a également l'emploi du champ lexical du temps. 3 heures sonnées, temps, heure, semaine, 6 mois. Et l'emploi du passé composé qui a une valeur d'un présent. Donc, ce destin tragique est donné à voir comme une réalité, comme une vérité. Le rappel à la mort s'effectue par le rappel au temps. 3 heures sont nées. Rappelez-vous, l'imparfait, il a une valeur séquente. Deuxième point de cette première partie, c'est que la mort est une fatalité à laquelle le condamné ne peut pas échapper. Donc le texte nous montre, à travers le poids du temps, le poids écrasant, le temps écrase le narrateur. Le poids du temps va nous montrer que la mort, ou la condamnation à mort, si vous voulez, le guillotinement, l'exécution, est une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est ce qui justifie ce destin tragique. Donc, ce destin tragique ou cette fin tragique est rendu par le parcours qui est tracé de la cellule où se trouve le narrateur jusqu'à la salle où on va lui faire la toilette du condamné. Et ce parcours, il est assimilé, il est comparé à une descente. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ils m'ont fait descendre des escaliers. C'est une descente vers l'enfer, vers la mort. Vous avez l'emploi du verbe descendre et l'emploi du nom escalier. En plus de la valeur séquente de l'imparfait et la valeur accomplie du passé simple, donc le narrateur, il est serré dans le temps et aussi dans l'espace à travers l'emploi de l'adjectif étroite, une salle étroite. Donc ce destin tragique, il est rendu aussi bien par l'espace que ce qu'on fait dans cet espace. Deuxième grand point ou grande partie, la toilette du condamné est un tableau pathétique, c'est-à-dire un tableau qui nous incite à avoir de la pitié pour ce condamné. Mais en quoi consiste-t-elle, cette toilette du condamné ? On va tout simplement le préparer à la mort, mais on va le préparer physiquement. On va lui couper les cheveux, on va couper le col de la chemise, on va lui attacher les mains derrière, le dos. Alors, toutes ces actions montrent quoi ? C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, la préparation physique du condamné se fait dans un cadre sombre, c'est-à-dire où il n'y a pas de lumière, qui annonce la mort. Déjà, le cadre dans lequel on va lui faire ces toilettes annonce la mort. Qu'est-ce qui le montre ? L'emploi de l'adjectif sombre, salle sombre, étroite, le resserrement physique, voûté
à peine éclairé, où il n'y a pas de lumière, d'un jour de pluie et de brouillard. Vous voyez que la salle dans laquelle se trouve le condamné est un espace qui annonce lui-même la mort. Donc nous avons le champ lexical de l'obscurité, sombre, à peine éclairé et brouillard. Et ce moment de la toilette du condamné va révéler l'indifférence cruelle des humains. Ces humains qui entourent le condamné et qui sont vraiment, et qui manifestent des comportements cyniques, inhumains. Qu'est-ce qui le montre? L'indifférence humaine renforce l'isolement et la solitude du narrateur. Lorsqu'il entre dans cette salle, alors il y avait des personnes, mais personne ne semble compatir avec le condamné ou avoir de la pitié pour lui. Le condamné devient pour eux un spectacle, tout simplement, ou un objet de spectacle. Il a perdu toute sa dignité et toute son humanité. Donc, et cette indifférence, l'indifférence des humains, renforce quoi? Renforce l'isolement et la solitude du narrateur. Il se sent seul, isolé, effacé de ce monde. Donc, il a symboliquement quitté le monde des humains. Avant même d'être exécuté, il a déjà quitté le monde des humains à travers cette indifférence. Rappelez-vous le petit garçon qui voulait savoir de quoi il s'agissait. C'est sûrement un journaliste. Et puis, l'autre monsieur lui a dit qu'il s'agit de la toilette du condamné. Cette indifférence renforce l'isolement et la solitude, la tristesse, le désespoir du condamné. Donc l'effacement, la mort symbolique est rendue également par l'effacement de je. Dans les premières phrases, le narrateur emploie je comme sujet. Donc on va passer de je comme sujet à ce je comme objet, complément d'objet direct. Et ce sont les autres qui vont bien sûr occuper la place du sujet dans la phrase. Je, en tant que sujet actif, devient un je passif qui subit l'action, qui ne fait plus l'action. Regardez ce qu'il dit. J'ai tremblé, ils m'ont fait traverser. Vous voyez, le je qui était sujet là devient complément d'objet direct qui subit l'action, qui ne fait plus l'action. Ils m'ont poussé, ils m'ont dit. La mort ou la condamnation à mort est présentée dans ce texte comme une mécanique inhumaine. Que veut dire une mécanique inhumaine? C'est-à-dire que ces gens, le bourreau, les valets, se sont habitués à faire des condamnations à mort, à exécuter, au point où ils ont perdu le sens de leur humanité. Ils ne sont plus sensibles aux souffrances des autres. Donc, ce qui le montre, c'est le comportement cynique, cruel du bourreau. Cela se lit à travers la description que fait le narrateur de ce bourreau. Description du bourreau. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Bizarrement, le portrait du robot dégage la vie, alors que le narrateur est sur le point de mourir. Observez le jeu des contrastes. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. La redingote, c'est un habit
qui nous rappelle un personnage très célèbre dans l'histoire, c'est Napoléon. Vous ne connaissez pas Napoléon? Mais si, vous devriez le savoir. C'est l'empereur français, le grand empereur français du XIXe siècle. Il portait la redingote. Et donc, il y a une connotation militaire du pouvoir. Le chapeau à 3 cornes, c'est aussi un chapeau qui connote le pouvoir. Et donc, c'est le pouvoir qui va tuer cet homme. Le bourreau symbolise à travers son habillement le pouvoir. C'était lui, observez la répétition, c'était lui, c'était le bourreau, le valet de la guillotine. Observez également la périphrase, le valet de la guillotine. Donc à travers ce portrait se dégage la vie, contrairement à ce qui va arriver au narrateur, qui, lui, va être guillotiné. Et donc, c'est à travers ce cynisme, ce bourreau qui porte un habit, qui s'habille d'une façon, si vous voulez, très marquante, sans se soucier du malheur, des souffrances du narrateur. Et donc, ces actions, ces mouvements font ressentir au narrateur le cynisme de cette humanité inhumaine. Le comportement cynique du bourreau, bien sûr, et de ses valets, se lit également dans ce qu'ils font au narrateur. Mes cheveux coupés au hasard, tombés par mèches sur mes épaules, l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait. Il époussetait les cheveux qui tombaient sur les épaules, d'une façon très gentille. Mais cette gentillesse fait sévèrement mal au narrateur. Comment vous pouvez être gentil alors que vous allez me tuer dans quelques minutes? Donc voilà ce cynisme qui se lit dans les gestes du condamné et de ses valets. Le comportement cynique des 2 valets se lit également dans la comparaison avec les chats. Pourquoi la comparaison avec des chats? Parce que le chat, c'est un animal qui aime jouer. Et pour eux, le condamné ou la toilette du condamné n'est qu'un jeu pour passer le temps. Et ça va passer. Aucune humanité, aucun sentiment. Et tout cela, bien sûr, nous incite à avoir de la pitié pour le condamné et en même temps d'être d'accord avec Victor Hugo dans son projet qui n'est autre que l'abolition de la peine de mort. Le bruit grinçant des ciseaux rappelle également au narrateur le sentiment qu'il va ressentir, si vous voulez, lorsqu'il sera mort. C'est une image qui nous rappelle le moment de guillotinement. Les ciseaux rappellent le couperet, ce couteau triangulaire qui va couper la tête du condamné. D'accord? Et n'oubliez pas que ces sensations font mal au narrateur. Alors, dans ce chapitre, le narrateur va faire l'expérience de la mort avant même de mourir. Ça va vous paraître un peu étrange, mais c'est ce que tente Victor Hugo de faire, de nous faire ressentir en tant que lecteur dans ce texte. Il va faire l'expérience de la mort avant même de mourir. Comment rendre cette expérience par les mots et par l'écriture? C'est ce que fait Victor Hugo dans ce texte. Le condamné se représente les sensations de la guillotine au moment de la mort.
Et puis, dans cette phrase, tout à coup, j'ai senti un bruit d'acier. L'acier nous rappelle ce couperet dans mes cheveux. Et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. C'est l'expérience de la mort avant qu'elle n'arrive. Observons le jeu des contrastes auxquels se livre Victor Hugo dans ce texte. Donc le condamné, il est dominé et les autres, le groupe le domine. Le condamné, il est assis sur une chaise dans la salle, les autres, ils sont debout. Le condamné, il est passif, il accepte son sort, il est docile. Rappelez-vous l'hypothèse de lecture qu'on a élaborée au départ. Alors que les autres, ils sont actifs, ils agissent. Lui, il est regardé, les autres, ils le regardent. Lui, il s'apprête à mourir et les autres, ils débordent de vie. Et donc ces contrastes nous montrent à quel point cette humanité est devenue cynique. Pour terminer, nous allons procéder à une synthèse. Donc, dans cette scène de la toilette du condamné, Hugo nous invite à nous interroger, à réfléchir profondément sur les horreurs de la peine de mort. La peine de mort qui est un châtiment cruel, un châtiment barbare et un châtiment inhumain. Alors j'espère, au terme de cette lecture méthodique, que vous avez compris le message que veut envoyer Victor Hugo à partir de cette scène de la toilette du condamné. Ce n'est pas la toilette en elle-même qui nous intéresse, mais c'est le cynisme des humains, l'inhumanité des humains qui sont devenus comme des machines à force de condamner et à force de guillotiner. Ils sont devenus insensibles aux souffrances du condamné. Merci et à la prochaine fois pour une séance de production écrite.